Tout a commencé un vendredi soir d'octobre, quand 3 amis ont décidé de partir camper dans la forêt des Vosges. Marc, 28 ans, était le leader du groupe, celui qui avait eu cette idée de camping sauvage. Julie, sa petite amie de 26 ans, était plutôt réticente mais s'était laissée convaincre. Et puis il y avait Thomas, le meilleur ami de Marc depuis l'enfance, toujours partant pour l'aventure. Ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent est basé sur leurs témoignages, recueillis 3 jours après les événements. Ils sont partis en fin d'après-midi, vers 16 heures, avec leur équipement de camping dans le coffre de la voiture de Marc. La météo annonçait un week-end parfait, ciel dégagé, température douce pour la saison. Ils ont roulé pendant près de 2 heures avant d'atteindre le point de départ du sentier. Marc connaissait un endroit isolé, loin des campings officiels, un lieu qu'il avait repéré sur une carte quelques semaines auparavant. Le parking forestier était désert quand ils sont arrivés, ce qui leur a paru être un bon signe. Ils ont chargé leur sac à dos et ont commencé à marcher sur le sentier principal. Julie a immédiatement remarqué le silence inhabituel de la forêt. Aucun chant d'oiseau, aucun bruit d'animal. Thomas a plaisanté en disant que c'était parce qu'ils faisaient trop de bruit eux-mêmes. Après 40 minutes de marche, Marc a quitté le sentier balisé pour s'enfoncer plus profondément dans les bois. Julie a protesté, mais Marc l'a rassuré en lui montrant son GPS et sa boussole. Le sous-bois devenait de plus en plus dense, les branches basses griffaient leurs vêtements. La lumière du jour commençait déjà à décliner entre les arbres serrés. Ils ont finalement trouvé une petite clairière, assez grande pour installer leurs 2 tentes. Marc et Thomas ont commencé à monter le campement pendant que Julie ramassait du bois pour le feu. C'est à ce moment-là qu'elle a trouvé la première chose étrange. Au pied d'un vieux chêne, quelqu'un avait gravé des symboles bizarres dans l'écorce, des cercles entrelacés, des lignes qui formaient des motifs géométriques incompréhensibles. Julie a appelé les garçons pour leur montrer, mais Marc a haussé les épaules, disant que c'était probablement l'œuvre de randonneurs. Thomas, lui, a pris une photo avec son téléphone, trouvant ça intéressant. Ils ont continué à installer le camp, ignorant ce premier avertissement. À 19 heures, tout était prêt, et le feu crépitait au centre de la clairière. Ils ont sorti leurs provisions et ont commencé à préparer le dîner. L'ambiance était bonne, ils riaient, racontèrent des histoires, profitèrent de cette escapade loin de la ville. Le soleil avait complètement disparu maintenant, et la nuit s'installait rapidement. Julie a remarqué que le silence persistait, même avec la tombée de la nuit. Pas de grillons, pas de chouettes, rien que le crépitement du feu et leur voix. Marc a ouvert une bouteille de vin et ils ont trinqué à leur week-end d'aventure. Vers 20h30, alors qu'ils finissaient de manger, Thomas a entendu quelque chose, un craquement de branches assez fort venant de la lisière de la clairière. Ils se sont tous figés, écoutant attentivement. Le bruit s'est répété, mais cette fois plus loin, comme si quelque chose se déplaçait autour d'eux. Marc a attrapé sa lampe torche et a balayé les arbres avec le faisceau lumineux. Rien, juste les troncs sombres et les ombres dansantes. Thomas a suggéré que c'était probablement un cerf ou un sanglier. Ils ont essayé de se détendre, mais l'atmosphère avait changé. Julie serrait sa tasse de thé entre ses mains, les yeux fixés sur la limite obscure de la forêt. Marc a alimenté le feu pour le garder bien vif. La lumière les rassurait. Pendant 1 heure, tout est redevenu calme, et ils ont recommencé à discuter. Puis, vers 22h30, ils ont tous entendu distinctement un son qui a glacé leur sang. Un sifflement long et aigu, comme une mélodie, mais qui ne ressemblait à rien de naturel. Cela venait de plusieurs directions à la fois, comme si plusieurs personnes les entouraient. Marc s'est levé d'un bond, sa lampe à la main, scrutant les ténèbres. Le sifflement s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Thomas a dit qu'il devrait peut-être rejoindre la voiture, mais Marc a refusé de partir en pleine nuit. Julie tremblait maintenant, serrant son couteau suisse dans sa poche. Ils ont décidé de rester groupés autour du feu et d'attendre le lever du jour. Marc a sorti une hache de son sac, la posant à portée de main. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. Chaque bruissement de feuilles les faisait sursauter. Vers 23 heures, la température a chuté brutalement. Leur haleine formait de la buée. Julie a remarqué que le feu semblait moins chaud, même s'il brûlait toujours aussi fort. Thomas a suggéré de chanter pour se donner du courage, mais personne n'en avait envie.
C'est alors qu'ils ont vu la première silhouette, une forme sombre, immobile, à la limite du cercle de lumière du feu. Marc a braqué sa lampe dans cette direction, mais la forme avait disparu. Ou peut-être s'était-elle simplement déplacée derrière un arbre. Julie a commencé à pleurer silencieusement, certaine maintenant qu'il n'était peut-être pas seul. Thomas a pris son téléphone pour appeler les secours, mais il n'y avait aucun réseau. Marc a vérifié son GPS qui affichait des coordonnées aberrantes, comme s'il n'était plus au même endroit. Le sifflement a repris, mais cette fois beaucoup plus proche. Il pouvait distinguer une sorte de mélodie, des notes qui se répétaient dans un ordre précis. Marc a crié dans la nuit, demandant qui était là, mais seul l'écho de sa voix lui a répondu. Puis, ils ont entendu des pas, nombreux, qui tournaient autour de leur campement, des branches qui craquaient sous le poids de plusieurs personnes ou de plusieurs choses. Thomas a attrapé une branche enflammée du feu, l'agitant comme une torche. Les pas se sont arrêtés instantanément. Un silence oppressant s'est installé, pire encore que les bruits précédents. Julie s'est mise à prier à voix basse, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Marc a proposé qu'il monte dans les arbres pour se mettre en sécurité, mais l'idée semblait absurde. Minuit approchait, et avec lui, l'impression que quelque chose allait se passer. Thomas a remarqué que les flammes du feu avaient pris une teinte légèrement verdâtre. Marc a ajouté du bois, essayant de maintenir un feu normal, mais la couleur persistait. Soudain, un rire a éclaté dans la forêt. Un rire qui n'avait rien d'humain, trop aigu, trop long, trop impossible. Julie a hurlé et s'est jetée dans les bras de Marc. Le rire s'est multiplié, venant de partout à la fois, les entourant complètement. Thomas brandissait sa torche dans toutes les directions, cherchant désespérément quelque chose à voir. Et c'est là qu'il les a vus. Des dizaines de pères d'yeux qui brillaient dans l'obscurité, formant un cercle parfait autour de leur campement. Mais ces yeux n'étaient pas à hauteur d'animal normal, ils étaient beaucoup plus hauts, à hauteur d'homme. Marc a crié de nouveau, sa voix se brisant sous la terreur. Les yeux ne bougeaient pas, il se contentait de les observer, de les étudier. Julie murmurait des prières de plus en plus vite, accrochée à Marc comme si sa vie en dépendait. Thomas a fait un pas vers les yeux les plus proches, sa torche tendue devant lui. C'est ce qui va se passer maintenant qui les hantera pour le reste de leur vie. Les yeux ont tous cligné en même temps, et l'obscurité s'est faite encore plus profonde. Thomas a senti quelque chose lui toucher l'épaule, quelque chose de froid et d'humide. Il s'est retourné brusquement, mais il n'y avait personne derrière lui, du moins personne qu'il pouvait voir. Marc a hurlé à Thomas de revenir près du feu immédiatement. Mais quand Thomas a voulu bouger, ses jambes refusaient de lui obéir. Il était paralysé, figé sur place, incapable de faire le moindre mouvement. Julie a vu l'expression de terreur absolue sur son visage et a compris que quelque chose n'allait pas. Marc a couru vers son ami, le tirant par le bras pour le ramener près du feu. Dès que Thomas a franchi le cercle de lumière, il a retrouvé le contrôle de son corps. Il tremblait de tous ses membres, incapable d'articuler un mot. Les yeux dans l'obscurité se sont rapprochés, leur propriétaire restant toujours invisible. Marc a pris la décision de courir vers la voiture, peu importe les conséquences. Ils ont rapidement rassemblé leurs affaires essentielles, abandonnant les tentes et le matériel de camping. Julie a attrapé son sac à dos, Thomas a pris sa lampe frontale et Marc a gardé la hache. Le plan était simple, courir en ligne droite dans la direction d'où ils étaient venus. Marc a compté jusqu'à 3 et ils se sont élancés dans la forêt. Immédiatement, les yeux se sont mis en mouvement, suivant leur course. Des bruits de poursuite explosaient tout autour d'eux, des branches qui se brisaient, des feuilles qui volaient. Julie a trébuché sur une racine. Marc l'a rattrapée de justesse. Thomas éclairait le chemin devant eux, cherchant désespérément le sentier qu'ils avaient emprunté à l'aller. Mais tout semblait différent la nuit. Les arbres formaient un labyrinthe impénétrable. Derrière eux, les bruits de poursuite se rapprochaient dangereusement. Marc a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a vu des formes sombres bondir d'arbre en arbre. Des formes qui bougeaient d'une manière qui défie toute logique, trop rapide, trop fluide.
Julie pleurait tout en courant, certaine qu'ils n'échapperaient jamais à leurs poursuivants. Thomas a soudain crié qu'il voyait une lumière devant eux. Effectivement, une faible lueur semblait briller à travers les arbres. Ils ont couru vers elle, espérant que c'était la sortie de la forêt. Mais en s'approchant, ils ont réalisé avec horreur que ce n'était pas une lumière naturelle. C'était une lanterne, suspendue à une branche basse, se balançant doucement. Une vieille lanterne à pétrole, comme celle qu'on utilisait il y a 100 ans. Et sous la lanterne, gravés dans le sol, les mêmes symboles qu'ils avaient vus sur l'arbre. Marc a hurlé de frustration, comprenant qu'ils tournaient en rond. Les poursuivants ont ralenti leur course, sachant qu'ils avaient leur proie piégée. Le cercle se refermait autour d'eux, les yeux brillants se multipliaient. Thomas a remarqué un détail crucial. Les symboles au sol formaient une sorte de chemin. Il a suivi la direction indiquée par les lignes gravées, entraînant ses amis avec lui. Les poursuivants ont poussé un cri de rage. Réalisant ce qui se passait, le trio a couru en suivant les symboles qui apparaissaient maintenant sur plusieurs arbres. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, leur montrait le chemin de la sortie. Mais pourquoi et à quel prix? Les bruits derrière eux devenaient frénétiques, leurs poursuivants redoublaient d'efforts. Julie a senti quelque chose lui frôler les cheveux, des doigts glacés qui essayaient de l'attraper. Elle a hurlé et a accéléré, puisant dans ses dernières réserves d'énergie. Les symboles les menaient vers une partie encore plus sombre de la forêt. Marc hésitait, mais il n'avait pas d'autre choix. Ils se sont enfoncés dans cette obscurité nouvelle, guidés uniquement par les marques sur les arbres. Et soudain, aussi brutalement que tout avait commencé, les bruits de poursuite ont cessé. Un silence total est tombé sur la forêt. Ils ont continué à courir encore quelques minutes avant de s'arrêter. À bout de souffle, Thomas a éclairé autour d'eux. Aucun signe de leurs poursuivants. Les yeux brillants avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Julie sanglotait, appuyée contre un arbre, incapable de croire qu'ils étaient encore en vie. Marc consultait frénétiquement son GPS, qui fonctionnait à nouveau normalement. Ils étaient à seulement 200 mètres du parking. Comment était-ce possible? Ils avaient encouru pendant des heures dans la mauvaise direction. Ou du moins, c'est ce qu'il leur semblait. Thomas a regardé sa montre. Il était 1h30 du matin. Seulement 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de leur cauchemar. Cela leur avait paru être une éternité. Ils ont marché rapidement vers le parking, n'osant pas courir de peur d'attirer à nouveau l'attention. La voiture était là, intacte, les attendant comme un refuge. Marc a sorti ses clés d'une main tremblante et a déverrouillé les portes. Ils se sont engouffrés à l'intérieur, verrouillant immédiatement toutes les portières. Le moteur a démarré au premier tour de clé et Marc a fait demi-tour à toute vitesse. Ils ont roulé en silence pendant les premières minutes, trop choqués pour parler. C'est Julie qui a finalement brisé le silence, demandant ce qui venait de se passer. Personne n'avait de réponse. Thomas a sorti son téléphone pour regarder la photo des symboles qu'il avait prise. Mais l'image était floue, comme si quelque chose avait empêché l'appareil de faire une mise au point correcte. On distinguait vaguement les formes, mais pas assez pour les étudier. Marc conduisait à tombeau ouvert, mettant le plus de distance possible entre eux et cette forêt maudite. Ils ont roulé jusqu'à trouver un hôtel ouvert à plus de 50 km de là. Le réceptionniste de nuit les a regardés bizarrement en les voyant arriver, sales, effrayés, sans bagages. Ils ont loué 2 chambres et se sont enfermés à l'intérieur. Cette nuit-là, aucun d'eux n'a dormi. Au matin, ils ont décidé de contacter la police pour signaler ce qui s'était passé. Les gendarmes ont pris leur déposition avec scepticisme. Une équipe a été envoyée sur place pour vérifier leur histoire. Ils ont retrouvé le campement abandonné, le feu éteint, les tentes intactes. Mais aucune trace de présence humaine autre que la leur. Aucune empreinte, aucun signe de lutte, rien. Les symboles sur l'arbre que Julie avait trouvé avaient disparu ou n'avaient jamais existé. Le rapport de police a conclu à un épisode de panique collective, possiblement dû à une intoxication alimentaire. Mais Marc, Julie et Thomas savent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu. 3 semaines après les événements, Thomas a commencé à faire des recherches sur la forêt.
il a découvert que l'endroit où ils avaient campé portait un nom local, la clairière des disparus. Apparemment, depuis le 19e siècle, plusieurs personnes avaient été portées disparues dans cette zone. Certaines avaient été retrouvées des jours plus tard, confuses, incapables d'expliquer ce qui leur était arrivé. D'autres n'avaient jamais été revues. Les archives locales mentionnaient des légendes anciennes, parlant d'esprits de la forêt qui gardaient un secret, des êtres qui vivaient entre les arbres, ni vivants ni morts, attendant quelque chose. Thomas a montré ses découvertes à Marc et Julie, mais cela n'a fait qu'augmenter leur angoisse. Julie a commencé à souffrir d'insomnie sévère, revivant cette nuit en boucle dans ses cauchemars. Marc est devenu obsédé par l'idée de retourner là-bas, de comprendre ce qui s'était passé. Thomas a dû le convaincre que c'était une terrible idée. Leur amitié a été mise à rude épreuve par cette expérience. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils évitent encore tous les trois de parler de cette nuit, mais chacun porte les cicatrices invisibles de ce qu'ils ont vécu. Marc a vendu sa voiture, incapable de monter dedans sans repenser à leur fuite. Julie a déménagé en ville, refusant catégoriquement de s'approcher d'une forêt. Thomas continue ses recherches en secret, convaincu qu'il y a une explication rationnelle. Mais au fond de lui, il sait qu'il ne trouvera jamais de réponse satisfaisante. Certaines choses dans ce monde ne sont pas faites pour être comprises. Certains endroits ne devraient jamais être visités. Et certaines nuits ne devraient jamais être vécues. La forêt des Vosges garde ses secrets, et les 3 amis garderont les leurs. Parfois, la nuit, quand le vent souffle fort, ils entendent encore ce sifflement, cette mélodie impossible qui les a hantés cette nuit-là. Et ils savent, au plus profond de leur être, que quelque chose les observe encore. Quelque chose qui attend patiemment dans l'obscurité. Quelque chose qui n'a pas fini avec eux. Car dans la forêt, au creux de la nuit, certaines présences ne vous oublient jamais. Elles se contentent d'attendre le moment où vous baisserez votre garde, le moment où vous serez à nouveau seul dans le noir. Et alors, peut-être, elles reviendront finir ce qu'elles ont commencé. Cette histoire est terminée, mais pour Marc, Julie et Thomas, le cauchemar continue. Si vous avez aimé cette histoire glaçante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Au creux de la nuit pour découvrir d'autres récits terrifiants chaque semaine. Laissez un like si cette histoire vous a donné des frissons et dites-moi en commentaire si vous auriez eu le courage de camper dans une forêt isolée après avoir entendu ce récit. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires d'horreur. Et surtout, la prochaine fois que vous vous promènerez en forêt, souvenez-vous de cette histoire. Écoutez attentivement les bruits autour de vous, et si vous entendez un sifflement étrange dans la nuit, courez. Merci d'avoir regardé, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée au creux de la nuit.